Bonjour à tous, bienvenue à cette séance du cycle Art archéologie du judaïsme. Alors aujourd'hui c'est une séance un petit peu particulière parce qu'elle s'inscrit dans le cycle bien sûr, mais elle fait aussi écho à une partie de l'exposition que nous venons d'ouvrir intitulée Nouvelle venue, consacrée à 3 artistes femmes, Georgette Meyer, Charlotte Henschel et Sonia Stein-Shapir, dont va nous entretenir Ilsen Abou. Alors un mot sur Ilsen, qui est un grand spécialiste des tziganes, des roms, des gitans, je ne sais pas comment il dira, je crois qu'on peut cumuler d'ailleurs les trois dénominations, sur lesquelles Sonia Stein-Shapir nous laisse des documents extrêmement précieux et intéressants qu'il a pu étudier. Ilsen est chargé de recherche au CNRS, c'est un spécialiste de l'identification des personnes. Il a d'ailleurs consacré un ouvrage avec Vincent Denis intitulé L'histoire de l'identification des personnes chez La Découverte en 2010. Il travaille sur l'histoire des sociétés roms tziganes en Europe de l'Ouest, sur l'histoire des circulations itinérantes et sur la méthodologie de l'histoire visuelle et des sources photographiques en histoire. Vous compléterez ou corrigerez Ilsen, hein, je ne suis évidemment pas spécialiste. Mais on avait déjà eu l'occasion de travailler avec lui pour le catalogue Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld, puisqu'il avait contribué par un très bel article intitulé Une lumière irradiante, regard sur les gitans au Sainte-Marie de la Mer, puisqu'effectivement, dans l'exposition, vous vous en souvenez certainement, sur les tribulations d'Erwin Blumenfeld, il y avait tout un corpus peu connu, et je crois inédit d'ailleurs jusque-là, hein, enfin en tout cas peu diffusé, de photos d'Erwin Blumenfeld au Sainte-Marie de la Mer dans les années 30, où il était allé avec des amis à lui, et dont il avait rapporté des photos absolument magnifiques sur le pèlerinage des gitans, qui je crois se poursuit toujours, en tout cas. Tout à fait. Il y a une trentaine d'années, un très beau souvenir d'y avoir assisté. Mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup Paul, merci pour votre accueil. Je remercie aussi Sophie Andrieux pour son invitation à ce cycle de conférences, et c'est un plaisir aussi de remercier les équipes du MAGE dans cette découverte et dans cette recherche autour de Sonia Stein-Shapir. Donc Pascal Samuel, conservatrice au MAGE, qui m'a accompagné à la découverte de ces archives inédites et qui les a accueillis dans ses collections. Je remercie Virginie Michel aussi, qui a beaucoup travaillé sur le fond. Et puis aux archives, j'ai le plaisir de remercier Judith Lindenberg et Gabriel Habb, qui consacrent beaucoup de temps à l'archivage et à la documentation de cette documentation, voilà, autour de Sonia Stein-Shapir. Voilà, donc je vais donc évidemment, cette conférence s'inscrit dans le cadre de cette exposition qui est visible dans les espaces du musée, et je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, dans le cadre de ce cycle de conférences sur les archives, je vais vous parler à la fois des archives de Sonia, donc que j'appelle familièrement Sonia, sans l'avoir jamais connue puisqu'elle est décédée en 1980. Mais nous avons ici la chance d'avoir quelques personnes, je crois, qui l'ont connue, donc qui pourront peut-être compléter le portrait que je vais essayer de tracer d'elle. Elle n'a pas laissé de mémoire complète, elle n'a pas laissé non plus de documentation sur sa vie constituée. Elle a laissé un ensemble de fragments qui ont été conservés pendant des décennies par une amie proche qu'elle avait nommée légataire de son appartement, de ses affaires, de ses papiers, de ses œuvres. Et grâce à la conservation de ce patrimoine, en fait, par notamment Philippe Chardon, que je salue en particulier, nous conservons un fil de cette existence, un fil incomplet, puisqu'il manque beaucoup d'éléments. Alors, ma recherche, en fait, s'appuie à la fois sur l'analyse de ce fonds, de cette documentation personnelle qui est désormais donc versée aux archives du MAGE, et en même temps sur une investigation la plus complète possible dans des archives complémentaires, aux archives nationales, aux archives de la préfecture de police de Paris, aux archives de l'OFPRA, aux archives de la Cinémathèque française, aux archives
du YIVO, l'Institut d'études sur les mondes juifs à New York, les archives de la Bibliothèque centrale d'Israël, où est conservé un fonds qui intéresse la période de la guerre, et de multiples autres archives dont je vais parler ou pas aujourd'hui, puisque le temps est compté. Donc voici un autoportrait de Sonia au Rolleiflex. Donc c'est un appareil, je pense qu'elle acquiert dans les années 30. On sait qu'elle l'utilise lors d'un voyage dont on reparlera. Et voilà, c'était l'une des vies de Sonia. D'ailleurs, avant de commencer, j'évoquerai cette dimension intéressante. Donc c'est une femme qui traverse le siècle, qui est née en 1912 et qui a vécu en Russie, en Allemagne dans les années 20 et 30, puis s'installe à Paris dans les années 30, enfin fin des années 30, traverse la période de la guerre, puis réside à Paris dans l'après-guerre. Mais elle a de multiples vies artistiques par ailleurs. Elle s'essaye à de multiples genres, de multiples techniques, et je vais en parler notamment. Donc voilà, je vais vous présenter un parcours chronologique de son existence qui apparaît aussi au fil des recherches que je mène en ce moment en vue de la réalisation d'un livre sur la vie de Sonia. Donc Sonia est née en 1912 à Moscou dans une famille de juifs russes. Voici son état civil qui est transmis aux autorités françaises lorsqu'elle demande des papiers à son arrivée en France. Voici un portrait de sa famille. Donc ses deux parents qui sont en haut à gauche de l'image, ici. Pardon. Ici c'est sa mère et ici c'est son père. Donc sont tous les deux cousins germains. Donc les deux familles, Merson d'un côté et Stein-Sapir de l'autre, forment une famille sans doute très unie au point d'unir des cousins. On ne sait pas grand-chose en fait de ces deux familles, mais beaucoup d'indices nous renseignent sur le fait qu'ils appartiennent à un monde juif russe, à la fois cultivé, cosmopolite, polyglotte, qui navigue entre plusieurs espaces géographiques, entre la Russie de Moscou, Varsovie, Berlin. On a des présences de divers membres de la famille dans ces trois métropoles. On sait que la mère de Sonia parle le français, l'anglais, le roumain, l'italien, et devient enseignante de langue à un moment donné de sa vie. Elle est musicienne. Et son père est médecin. Donc, ce qui montre finalement le statut assez élevé socialement, mais surtout culturellement de son environnement familial. C'est une famille peu religieuse, d'après ce que je pense, d'après ce que je perçois. Mais la présence de ces deux patriarches avec leur barbe et leur chapeau me laisse penser qu'il y a peut-être quand même aussi quelques affinités religieuses importantes dans sa famille. En tout cas, la religion n'apparaît pas comme une dimension importante pour elle jusqu'à la guerre. Donc, son père meurt en 1918 suite à une maladie contractée au cours de la guerre, puisqu'il est médecin de guerre et il est sans doute proche des zones du front de la guerre civile russe en 1917 et finit sa vie en Crimée, à Yalta, où il décède. Et donc la mère de Sonia, Rachel Merson, donc, et Sonia décide d'aller vivre à Berlin où vit le père de sa mère. Donc voilà Sonia à l'âge de 10 ans à peu près. Donc je trouve très intéressant ces deux photomatons pour ceux qui connaissent et qui repèrent la petite marque située en haut qui est celle du KaDeWe. Alors il se trouve que j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire du photomaton. Et donc le KaDeWe installe l'une des toutes premières machines du photomaton à la fin des années 20 dans son grand marché. C'est un peu l'équivalent du bon marché à Berlin, qui existe d'ailleurs encore, il me semble.
Et donc voilà, deux photomatons. Et je reviendrai là-dessus, c'est intéressant aussi parce que en fait, Sonia collectionne les photomatons de sa vie tout au long de son existence et les a conservés précieusement à tous ses âges. Donc à ce moment-là, en fait, elle rentre au lycée et elle s'initie déjà à l'art, aux pratiques artistiques, et elle réalise des décors pour le théâtre. Alors, est-ce que c'est des décors pour le théâtre de son lycée? On ne sait pas très bien, mais on sent une influence expressionniste. Il y a des traces de Munch un petit peu dans ces petites gouaches ou huiles, ça dépend, sur carton, qu'elle garde avec elle toute sa vie. Voilà, donc son lycée se trouve à Spandau, juste à côté de Berlin. Après son lycée, elle intègre un lycée artistique, une école des beaux-arts à Berlin. Alors j'ai tenté de retrouver sa trace dans les archives des écoles de beaux-arts, mais elle n'apparaît nulle part. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas inscrite, mais il n'y a plus de traces visibles. Et puis ces écoles d'art parfois étaient modestes et ont vu leurs archives détruites durant la guerre. Mais c'est un moment de transformation pour Sonia, qui devient cette jeune fille moderne, qui adopte un style qu'elle va conserver aux cheveux courts, une ligne moderne qu'elle met en scène dans les images qu'elle conserve avec elle, qu'elle met en scène, vous voyez, dans ce petit dessin très intéressant aux lignes futuristes. C'est d'ailleurs peut-être ses premiers exercices qu'elle accomplit dans son école des beaux-arts, avec des sortes d'exercices de style de ce genre, des mises en scène très géométriques et graphiques dans des mondes imaginaires déjà. J'y reviendrai, des robots sur des patins. Et puis, c'est sans doute des exercices aussi qu'on lui demande, des caricatures de la vie berlinoise qui forment finalement, c'est une partie très courte de son œuvre, très modeste, mais qui offre un témoignage assez intéressant de ce monde des bas-fonds de Berlin qu'elle doit fréquenter d'une manière ou d'une autre, ou rencontrer au cours de ses pérégrinations dans les rues. Les documents qui nous restent indiquent qu'elles vivent très modestement, donc sa mère donne des cours de langue, peut-être exerce encore un peu la musique, mais sa santé est fragile et apparemment elle a beaucoup souffert de la perte de son mari. Voilà une autre image et qui m'intéresse tout particulièrement parce que l'une des questions qui m'importe le plus, c'est de comprendre en fait ce qui prépare Sonia à ce qu'elle va réaliser durant la guerre sur le vif dans les camps d'internement. J'en reparlerai. Donc en 1932, je pense qu'après le décès du grand-père de Sonia, elles doivent quitter Berlin et se rendre à Moscou. Donc la fin de vie de sa mère est apparemment très compliquée, très difficile. Et Sonia doit travailler pour vivre. Et elle est engagée auprès d'une maison d'édition assez particulière qui publie des textes autour de l'histoire de la Révolution, du communisme. Et elle est engagée en tant que travailleuse étrangère, déjà, puisqu'elle vient de Berlin. Et elle travaille auprès de ces éditions. Alors, voilà des images prises en 33 ou 34 qui sont communiquées aux frères donc, de sa mère qui habite à Paris, dont je reparlerai. Et voici quelques couvertures qui, pour sûr, ont été réalisées par Sonia donc, auprès de ces éditions. Donc voilà, je ne résumerai pas le sujet de ces livres, mais enfin, il s'agit de mémoires révolutionnaires surtout, qui concernent à la fois la période pré-révolutionnaire et la guerre civile. Elle illustre aussi des couvertures de classiques de la littérature comme les aventures du brave soldat tchèque
chef-d'œuvre de la littérature tchèque, de Hašek, mais elle a sans doute illustré de nombreuses autres couvertures. Alors il se trouve qu'il y a un chercheur qui a référencé toutes les éditions publiées par cette maison d'édition et qui mentionne parfois le nom des illustrateurs des couvertures. Donc après le décès de sa mère en 1935, donc Sonia se retrouve seule à Moscou et souffre de problèmes de santé et doit envisager absolument une opération. Donc elle bénéficie à ce moment-là de l'aide et du soutien de son oncle qui est à Paris. Alors son oncle n'est pas un inconnu, il s'appelle Lazare Merson. Il se trouve qu'il est décorateur, un des pionniers en fait en tant que chef décorateur du cinéma des années 30 en France et en Grande-Bretagne. Il va travailler beaucoup pour René Clair. Il va réaliser beaucoup de décors, notamment de films de Jacques Feder, dont La Kermesse héroïque. Il est à ce moment-là aussi marié avec quelqu'un dont on reparlera, qui s'appelle Mary Merson, donc il prend le nom de Lazare, et qui s'appelle en réalité Maria Popov, et qui est une ancienne danseuse russe. Et ils forment tous les deux un couple assez remarquable et qui navigue dans le monde du cinéma des années 30 en France. Donc Lazare a une société de production et donc ces archives conservent les traces de cette correspondance où on constate la difficulté pour une jeune femme isolée pour venir à Paris. Donc il faut savoir que elle a un passeport soviétique, mais il faut demander à l'époque l'autorisation pour se voir délivrer un passeport, pour sortir du pays. En général, le Comintern est informé de ces soviétiques qui veulent partir, et s'il les envoie, en général, c'est pour des bonnes raisons. Mais là, elle bénéficie de ces lettres qui lui permettent d'obtenir non seulement son passeport, mais aussi son visa de sortie et son visa d'entrée. Donc, elle appelle à l'aide dans ses correspondances et passe par l'intermédiaire d'un autre oncle qui vit en Suède et parvient à Paris en 1936. Donc, à son arrivée, en fait, elle est opérée à Menton, d'où ces petites photographies qui nous restent de ce passage et de son arrivée en France. Donc elle s'inscrit dès 1936, début 1937 aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, où elle devient l'une de ces femmes étudiantes étrangères qui participent à la vie de l'école. Donc il faut savoir que l'école se féminise, ça a pris du temps, mais elle s'est féminisée, pas partout, puisque par exemple la section d'architecture est restée majoritairement masculine pendant longtemps. Donc elle arrive dans cet univers qui est un univers assez particulier, l'école des Beaux-Arts déjà en soi, mais qui est aussi un lieu de mélange et de croisement. Elle va rencontrer d'autres femmes comme elle, étrangères, issues de mondes très divers. Elle se lie d'amitié avec des étudiantes chinoises venues de Russie ou d'ailleurs. Et on la voit ici à gauche. J'aime bien cette image parce qu'elle a l'air un peu timide ici. Et je pense qu'elle vient d'arriver. Donc elle intègre l'atelier de Georges d'Espagna, peintre un peu classique, mais qui dirige la section de peinture de l'école des Beaux-Arts et qui est au centre de cette photographie. On a quelques documents, voilà, qui montrent ses débuts en tant qu'artiste dans l'école. Apparemment, elle avait un charisme suffisant pour provoquer l'adhésion. Au moment où elle est inquiétée par la police française, j'y reviendrai, et menacée d'expulsion, ses camarades rédigent une lettre de soutien, une pétition en sa faveur. Et très rapidement, en fait, elle va exposer ses œuvres, réaliser des tableaux qui sont exposés donc dès 1938, c'est-à-dire un an à peine après son arrivée, à la fois au Salon des Beaux-Arts, au Salon d'automne. Alors ça pouvait être classique pour des étudiants des Beaux-Arts, mais cette précocité marque une forme de succès, une forme de reconnaissance déjà rapide de son travail.
Donc ici, on a étrangement d'ailleurs, un de ces tableaux qui est reproduit sous forme de carte postale au moment du salon de 1938, tableau d'ailleurs qui a disparu. Mais on a deux autres tableaux de cette période. Donc l'un qui montre sa tante donc, de l'époque, Mary Merson. Donc même si on a des informations qui indiquent qu'elle n'a pas accueilli sa nièce très chaleureusement, elle pose quand même plusieurs fois pour elle et on a des dessins et des tableaux de Mary Merson. Alors Mary Merson devient, après la mort de Lazare en 1938, la compagne d'Henri Langlois et va devenir un peu le pivot de la Cinémathèque française et animer de manière parfois un peu énigmatique les arcanes de cette institution. Elle a pratiquement détruit toutes les images d'elle, beaucoup d'archives. On ne sait pas très bien quel était son rôle, mais elle a passé des décennies au téléphone à récupérer les bobines qui ont alimenté la Cinémathèque. Elle a invité les plus grands réalisateurs du monde à venir aux rétrospectives qu'organisait Henri Langlois dans la grande époque de la rue d'Ulm, puis de Chaillot. Et puis à droite, on a un tableau qui est très intéressant, qui s'appelle Le Café, qui est exposé dès 1938 et qui se trouve être acquis par un amateur d'art chilien qui s'appelle étrangement Stein Sapir lui aussi, et qui l'a acquis auprès d'une galerie américaine de Los Angeles dans les années 90. Et donc ce tableau-là est au Chili, apparemment. Donc là aussi, c'est une manière de montrer un peu la diversité du style qu'elle adopte dans cette période, avec des portraits très expressifs. Alors, je ne sais pas en fait exactement si c'est réalisé à Paris ou c'est sa période de Moscou, mais enfin, c'est aussi voilà, un autre genre qu'elle adopte. Pour sûr, elle s'inscrit dans l'atelier de lithographie aux Beaux-Arts et commence à réaliser des gravures. Avec ses aplats de noir, très, très expressive. On voit qu'elle s'inspire de l'univers aussi russe, notamment dans cette isba à droite. Et c'est peut-être aussi le fruit de voyages qu'elle a fait. Alors on sait que quand elle vit à Moscou, elle fait un grand voyage en Arménie à la recherche d'un peintre inconnu. Je n'en sais pas plus. Et elle dort dans des églises abandonnées en Arménie. Et après son arrivée en France, elle poursuit en fait ses voyages en voyageant en France, mais aussi ailleurs en Europe. Et elle organise avec une de ses amies un grand voyage en Transcarpathie, à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine. Donc c'est sans doute à ce moment-là qu'elle acquiert son Rolleiflex. Et dont vous voyez la pochette en fait du Rolleiflex ici, pour ceux qui connaissent les Rolleiflex, n'est-ce pas? Et elle rapporte des images assez intéressantes de ce voyage, qui sont intéressantes parce que on voit qu'elle se penche sur les marchands ambulants, les vendeurs de rue, les travailleurs de la rue, et elle photographie des scènes de rue assez intéressantes. Et donc nous savons désormais, grâce à vous, Madame Chamara, qu'elle réalise à ce moment-là un carnet de dessins sur le vif et qui montre à peu près les mêmes motifs. Donc elle associe voilà, à la fois la photographie et la prise de croquis sur le vif des gens qu'elle croise au cours de ce voyage assez fondateur, initiatique, dont elle rapporte des images qui vont l'inspirer pour longtemps. Alors à la fin de la guerre, donc 39-40, au début plutôt de la guerre, donc Sonia se retrouve dans la situation complexe que traversent les émigrés juifs, russes, soviétiques installés en France. Donc à la fois concernés par la rupture des liens diplomatiques consécutifs au pacte germano-soviétique. Les soviétiques se voient dans une situation de grande complexité. C'est-à-dire que
ne peuvent plus retourner dans leur pays et sont considérés comme suspects en France et donc susceptibles d'être expulsés. Et lorsque leur titre de séjour arrive à échéance, et c'est le cas pour Sonia, il n'est pas renouvelé. Donc il y a une menace d'expulsion qui pèse sur elle, et c'est pour ça qu'elle fait une demande de statut de réfugié auprès de l'OFPRA. L'OFPRA, donc c'est l'Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides, qui à l'époque s'appelle l'Office français ou l'Office central pour les réfugiés, et qui possède une section particulière consacrée aux Russes. C'est pour ça que les courriers qui sont émis par l'Office russe des réfugiés sont écrits en russe comme ici. Donc, comme elle effectue cette demande en février 1940, en fait, on ne sait pas si elle obtient véritablement le statut de réfugié. Mais ce qu'elle déclare dans les documents qu'elle livre à cet office, c'est qu'elle ne peut plus rentrer en Union soviétique et qu'elle décide d'abandonner sa nationalité afin de demeurer dans le monde libre, comme elle le dit. Donc, cette situation va prendre d'autres formes avec l'approche de la guerre. Donc elle va participer à l'exode de l'école des Beaux-Arts à Toulouse au printemps 1940. Donc comme beaucoup d'institutions parisiennes et comme beaucoup de Français, en fait, c'est un peu l'affolement. Donc elle se rend dans le sud et c'est, je pense, aussi à un moment donné où elle crée une sorte de réseau d'information dans cette région du sud-ouest qui va l'inspirer un petit peu plus tard. Donc à partir de septembre 1940 et des débuts de l'occupation, la situation devient de plus en plus inquiétante et avec les décrets sur les juifs, elle hésite à être recensée, mais comme beaucoup de juifs étrangers à l'époque, elle souhaite rester en règle afin de garantir sa situation en tant qu'étrangère. Si bien qu'elle va se déclarer au fichier du commissariat de la rue de Lambre. Alors il se trouve qu'on a un témoignage très intéressant d'un Russe qui raconte ce que vivent les Russes à Paris au début de l'occupation. Alors c'est très intéressant parce que le livre qu'on a conservé de ce Vassili Soukomline est commenté à la main par Sonia qui souligne toutes les erreurs du livre publié en 1967. Mais il raconte bien, et là Sonia ne conteste pas, qu'elle se rend au commissariat de la rue de Lambre, à côté de l'appartement qu'elle habite, donc boulevard Edgar Quinet, pour être inscrite dans ce fichier, dans le fichier qu'on a appelé le fichier juif, qui est le fichier de la préfecture de la Seine, qui est conservé aux Archives nationales et en dépôt dans la crypte du mémorial de la Shoah actuellement. Par ailleurs, la situation aux Beaux-Arts, même si elle reste inscrite pendant tout ce temps à l'école, change particulièrement et l'école réalise des listes de ces étrangers. Donc il n'y a pas d'identification des juifs étrangers ou français aux Beaux-Arts, mais enfin on sent que le vent tourne. Donc pendant cette période, jusqu'à l'été 1941, elle demeure à Paris et s'inquiète de plus en plus de sa situation. Donc à un moment donné, elle organise, grâce à un réseau de passeurs, le franchissement de la ligne de démarcation et quitte Paris vers le sud-ouest, donc au mois de juillet 1941. Donc après avoir passé une année à Paris. Et donc le passeur disparaît apparemment au moment du passage de la ligne au niveau de Langon en Gironde et elle est arrêtée par la gendarmerie et transférée dans les cachots de la gendarmerie pendant plusieurs jours. Peut-être moment qui lui a inspiré cette œuvre assez remarquable de deux prisonniers dans un cachot. À ce moment-là, donc on la transfère dans le camp de la zone occupée, donc, puisqu'elle n'a pas réussi à franchir la ligne, le plus proche, qui se trouve à côté de Bordeaux, à l'emplacement de l'aéroport, c'est-à-dire au camp de Mérignac. Alors le camp de Mérignac est un camp où se retrouvent des juifs, des suspects, des ressortissants étrangers
d'avant la guerre qui demeurent dans le camp, puis les catégories jugées réfractaires par le régime de l'occupation ou suspectes qui se retrouvent dans l'un de ces dizaines de camps qui s'inscrivent dans le paysage de la France occupée. On a beaucoup travaillé là-dessus. C'est une mutation en quelque sorte des camps créés sous la Troisième République pour l'accueil, si on peut dire, des républicains espagnols. Mais ce modèle concentrationnaire d'internement va disons, connaître un grand succès, puisque un réseau de camps très important va se mettre en place en France à ce moment-là. Donc ces camps sont gérés par l'inspection générale des camps, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur durant l'occupation. Voilà l'état du camp de Mérignac, photographié par un des photographes de cette inspection, pour montrer à quel point les camps français sont bien organisés et bien gérés. Alors dans ce camp, Sonia se retrouve avec toutes sortes d'internés, des prostituées, des suspects étrangers, un maghrébin qui s'appelle Mohamed, qui est sans doute né en Algérie, des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Autrichiens. Et elle trouve le moyen de dessiner ses camarades d'internement sur un cahier de dessin qu'elle conserve et qu'elle complète au fur et à mesure. Donc, à la suite de séances de pause, donc, il y a quelque chose d'assez frappant dans ce cahier. Alors, il y a eu des recherches il y a eu un livre sur l'art des indésirables, cette production assez importante de dessins et d'œuvres d'art durant l'internement, dans la zone occupée, mais aussi dans la zone sud. Vous connaissez sans doute peut-être les fresques peintes par des artistes très connus au camp d'Émile. On a des photographes, des dessinateurs qui ont beaucoup travaillé, des Espagnols notamment, dans les camps d'Argelès, Rivesaltes ou Barcarès. Mais chacune de ces histoires, de ces productions est assez précieuse et rare. Et je crois qu'il n'y a aucune autre trace graphique de ce camp de Mérignac. Et donc, ça rend d'autant plus précieux ces images. Donc, on a aussi des détails dans ce cahier de dessin qui indiquent qu'elle se lie d'amitié avec certaines personnes, qu'elle dessine plusieurs fois. Et en particulier, elle va dessiner les nomades du camp. Alors, les nomades sont l'une des populations internées dans ce camp dès sa construction, donc à partir d'octobre-novembre 40. Donc, les nomades sont catégorisés sous cette appellation depuis la loi de 1912, qui était une loi qui avait pour vocation d'identifier et de contrôler les personnes dites nomades, c'est-à-dire, c'est le texte d'application de la loi de 1912 qui le précise, des bohémiens, des tziganes, des gitans, etc. Les qualifications étaient nombreuses et le sont restées d'ailleurs. Donc l'essentiel de la population nomade du camp de Mérignac est internée à partir d'octobre 40, date à laquelle les Allemands demandent aux forces de collaboration d'interner tous les nomades en circulation en France. Donc une partie vont être assignés à résidence dans des lieux et des communes de résidence et contrôlés à proximité disons, placée à proximité des brigades de gendarmerie, et une autre partie va être internée dans un archipel de camps qui donc va disons, perdurer jusqu'à la fin de la guerre, et même au-delà, puisque les derniers internés nomades ne sont libérés qu'au printemps 1946, longtemps après le débarquement. Donc on a un contingent de 300 à 400 nomades qui sont internés pendant la première période du camp et qui sont évacués ensuite vers le camp de Poitiers. Mais
en juillet 41, lorsque Sonia arrive, on a d'autres familles qui sont arrêtées et internées au camp de Mérignac. C'est sans doute ces familles-là qu'elle rencontre. Donc des familles qui exerçaient aussi comme vanniers, qui pouvaient venir d'Alsace-Lorraine, puisque au début de l'occupation, en fait, beaucoup de Zigeuner catégorisés ainsi sont expulsés de la zone d'Alsace-Lorraine et envoyés vers le sud, notamment à Rivesaltes. Mais dans la confusion, certains parviennent à s'échapper de Rivesaltes et dans leur trajet se retrouvent, en franchissant la ligne de l'autre côté, finalement, se retrouvent arrêtés à nouveau en zone occupée et internés au camp de Mérignac. C'est sans doute ces personnes-là que Sonia croise, et notamment cette femme au centre qui s'appelle Emma, et dont j'essaye de retrouver la trace, mais je n'ai pas réussi encore. Donc, alors, il se passe quelque chose d'intéressant et de grave pour Sonia à ce moment-là, puisque, en fait, elle reste inscrite jusqu'au dernier moment et elle participe même au cours des Beaux-Arts juste avant son projet de franchir la ligne de démarcation, c'est-à-dire en juin 41. Et lorsqu'elle se retrouve à Mérignac, en fait, elle produit des œuvres qu'elle va communiquer à son professeur des Beaux-Arts, responsable de l'atelier de lithographie, le professeur Jodot. Et ces dessins vont être interceptés par la police, qui va soupçonner Sonia de vouloir transmettre des informations réservées sur la vie dans le camp. Ce qui va entraîner une enquête policière, à la fois sur elle et sur son professeur des Beaux-Arts. Et c'est ce qui va motiver son transfert en tant que personne surveillée et particulièrement suspecte vers le camp de Poitiers, où elle se retrouve à partir de octobre-novembre 41. Donc le camp de Poitiers, qui était un camp beaucoup plus important que celui de Mérignac, qui est donc, je vous l'ai dit, réceptacle déjà des camps plus petits comme celui de Mérignac, est un camp qui va contenir des milliers de personnes, des juifs arrêtés dans la région et des nomades en très grand nombre, au point que le camp se dédouble à un certain moment, avec une partie pour les nomades et une partie pour les juifs. De Poitiers sont organisés de nombreux convois de déportation qui passent par Drancy et qui commencent d'ailleurs à être organisés à partir de 1941. Donc lorsque Sonia arrive en octobre-novembre 1941, elle sait qu'elle est inquiétée particulièrement par la police, elle sait que les convois sont en train de se former, et le camp est en phase de construction, d'extension, et il y a donc des trous dans les mailles de la surveillance et du contrôle, ce qui permet à de nombreuses personnes de s'évader à ce moment-là. Donc en décembre 1941, elle organise une évasion avec plusieurs camarades et des hommes, 3 hommes, 2 Autrichiens et un Allemand. Et ils vont s'évader, comme nous le précise le rapport de gendarmerie qui est conservé aux archives départementales de la Vienne. Ils vont profiter des travaux sur l'évacuation des eaux pour passer par une sorte de tunnel. Elle se blesse en franchissant les barbelés et se retrouve au petit matin du 31 décembre 1941 se rendant du camp de Poitiers vers la gare où ils prennent avec ses 3 autres camarades le premier train qui les conduit vers Angoulême. Et à Angoulême, ils changent de train et se rendent à Paris. Donc on a quelques éléments qui indiquent que dans la matinée du 1er janvier 1941, ils se rendent au Flore, en arrivant à la gare Montparnasse, donc, où Sonia retrouve des personnes qu'elle connaît et qui vont les héberger pour la nuit. Et ensuite commencent 2 années de vie clandestine, comme les documents le mentionnent, dans Paris sous l'occupation. Donc on a peu d'informations sur cette période, mais suffisamment pour tracer à peu près les contours de cette existence. Donc elle ne peut pas rentrer chez elle, dans l'appartement qu'elle possède
enfin que son oncle plutôt lui a fourni un tout petit appartement boulevard Edgar Quinet. Elle est hébergée par une série d'amis de contact, donc notamment Gabriel Buffet-Picabia, qui confirme qu'elle a bien hébergé Sonia dans les années 60, à partir d'une lettre qui est d'ailleurs exposée dans l'exposition. On a la trace du rôle qu'a joué le Foyer international des étudiantes qui se trouvait boulevard Saint-Michel, dans cette lettre ici à droite. Et puis on a une trace aussi qui apparaît de manière assez miraculeuse dans les archives du fonds privé du rabbin Élie Bloch. Alors le rabbin Élie Bloch, c'est un personnage qui est très important, c'est un des justes qui a sauvé beaucoup de juifs du camp de Poitiers et qui assurait en fait l'assistance des internés et aussi la correspondance avec d'autres institutions de sauvetage, parisiennes notamment, pour apporter du secours aux internés juifs. Et donc dans ce fonds, on a une correspondance entre le rabbin Élie Bloch et les personnes qui travaillaient avec lui, et le comité AMLO, qui est un des comités importants de sauvetage des Juifs à Paris sous l'occupation, qui est dirigé par David Rapaport et des personnes qui l'entourent, qui vont jouer un rôle capital dans le sauvetage des Juifs à Paris, en apportant en particulier des vêtements et des biens alimentaires, et en sauvant, en cachant des personnes, et en leur fournissant des faux papiers. Donc, le comité AMLO écrit au rabbin Bloch pour demander s'ils peuvent récupérer les bottes que Sonia a laissées au camp de Poitiers. Donc c'est une trace assez mystérieuse et étonnante qui est conservée dans les archives. Une autre trace est aussi laissée par un rapport mystérieux aussi des RG qui est fourni à l'appui de sa demande de naturalisation en 1948 et qui mentionne que Sonia aurait utilisé des faux papiers au nom de Saunier, ce qui fait sens, durant la guerre. Donc on a d'autres mentions qui indiquent qu'elle a été hébergée par une gardienne de la rue Bréa, dans le quartier Vavin qu'elle connaissait bien, qu'elle aurait été hébergée ou aidée par une famille chinoise. Est-ce que ça fait sens avec les amies chinoises qu'elle a connues aux Beaux-Arts? On ne sait pas. Voilà, tout un fil de connexion. Ce qui est sûr, c'est que ces 2 années ont été particulièrement difficiles, dangereuses, et ont atteint aussi sa santé, puisque des séquelles physiques sont visibles après la guerre. Elle doit se faire opérer en 1948. Quelques images aussi traduisent de son amaigrissement et de son état de faiblesse, sans doute, dans l'immédiate après-guerre. Pourtant, durant cette période, dans des conditions qui restent à comprendre, elle va réaliser des gravures qu'elle date de 1942 et qui s'inspirent du carnet de croquis qu'elle a réalisé à Mérignac. Alors, en fait, ce carnet de croquis que je vous ai montré tout à l'heure, elle le transporte avec elle à Poitiers, et à Poitiers, elle le confie à une personne qui vient lui rendre visite, dont on a simplement le nom, Augustin Normand, sans le prénom, et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va récupérer ce carnet de croquis et dans quelles conditions. Mais en tout cas, ces gravures qui s'inspirent des dessins constituent l'un des premiers témoignages autour de l'internement des nomades en France, et ne concernent uniquement que cette population. Et pour ceux qui travaillent sur cette période, et je salue la présence de Raphaël Pilosio qui a réalisé plusieurs films sur le sujet, Mathieu Pernaut qui a réalisé le tout premier livre aussi sur le camp de Salier. Donc ces images sont extrêmement précieuses parce que nous n'avons presque aucun témoignage latéral de l'internement des nomades et de la persécution. Très peu de gens ont témoigné après la guerre. Il y a très peu de traces autres que celles laissées par les archives administratives. Donc les sources graphiques, les sources de première main qui traduisent cette histoire sont extrêmement précieuses. Donc ce qu'elle montre là, c'est l'isolement
c'est la tentative aussi de reconstituer un espace de solidarité, de survie, de famille. Vous voyez cet homme qui travaille la vannerie. Ça veut dire que il pouvait peut-être vendre des paniers, donc survivre, hein, parce que ces personnes, voilà, contrairement aux Juifs qui pouvaient bénéficier de réseaux de soutien et de sauvetage, n'avaient aucun appui, à part celui peut-être apporté parfois par leur famille qui venait les voir dans le camp, mais l'isolement est une des marques caractéristiques de cet internement. On le voit aussi dans cette autre série de gravures, alors qu'elle réalise peut-être pendant la guerre ou peut-être après, mais dans la même ligne esthétique, qui montre aussi l'isolement et la détresse de ces internés. Donc au lendemain de la guerre, Sonia se retrouve à la fois isolée, puisque elle a perdu une partie de sa famille, notamment un de ses oncles qui l'avait aidé à Paris. Donc Lazare est mort en 1938, mais son autre oncle, qui s'appelait Alexandre Stein-Sapir, qui en fait a utilisé le nom d'artiste Sacha Stone, qui était un grand photographe d'avant-garde, qui était d'ailleurs un ami de Walter Benjamin, a disparu en tentant de fuir l'Europe. Donc elle se retrouve isolée, et je pense que cet isolement, l'expérience de la guerre, va aussi recomposer son identité au lendemain de la guerre. Donc elle se réinscrit aux Beaux-Arts, réalise sans doute ces images qui sont prises d'elle au milieu de ses œuvres de nus. Donc on ne sait pas exactement tout ce qui se passe pour elle à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se rapproche des EIF, donc les éclaireurs israélites de France, hein, qui sont une association, une organisation fondée dans les années 20, inspirée par le scoutisme et destinée aux Juifs en France, et qui aussi ont un lien avec les migrations vers la Palestine, et vont jouer un rôle pendant la guerre comme organisation clandestine. Donc les EIF qui demeurent après la guerre constituent une revue et publient des ouvrages auxquels Sonia va contribuer comme illustratrice. Donc on voit que ses travaux comme illustratrice d'avant-guerre vont être employés en fait pour gagner de l'argent, hein, aussi dans l'immédiate après-guerre, mais son rapprochement des EIF signale aussi une manière de se rapprocher peut-être de gens qu'elle a croisés pendant la guerre ou dont l'expérience l'inspire ou qu'elle partage elle-même ayant subi l'internement. Donc voilà, elle illustre ce numéro des EIF sur Hanouka, et puis elle produit plusieurs œuvres en lien direct avec la guerre et élabore ces gravures très frappantes qui sont des témoignages aussi ou des tentatives de rendre compte des persécutions durant la guerre. Donc voilà, par exemple, ce défilé de déportés vêtus d'habits rayés, portant des numéros, menacés par la botte de l'oppression. Voilà, ce sont des images assez frappantes, tout comme ce portrait d'un homme qui illustre un article sur finalement comment revivre après le génocide. Dans la même période, elle se rapproche du GAJEF, donc le groupement des artistes juifs en France, qui est une organisation que l'on connaît bien ici, surtout après les travaux de Judith Lindenberg sur la naissance du musée d'art juif, l'ancêtre donc du MAJ. Et elle expose dans plusieurs expositions qui ont lieu à ce moment-là, et organisée par le GAJEF, dont une exposition en 1948 qui a lieu à la Grande Synagogue de la Victoire. Et elle fait partie de ces dizaines d'artistes. Alors au début, ils sont 10, 15, puis après, ils sont 80. Donc il y a une forme de communauté d'artistes juifs qui se constitue dans la lignée des projets de Ernst Fenster et dans la lignée des projets qui se constituent autour de la fondation du musée d'art juif de la rue des Saules.
C'est d'ailleurs ce qui explique aussi pourquoi les archives du musée d'art juif ont conservé une vingtaine de reproductions des œuvres de Sonia qui ont fait partie d'ailleurs du cheminement de la recherche que j'ai menée. Donc dans cette période, elle se rapproche aussi du bal de la rue Blomet. Alors c'était le surnom de ce bal était le bal nègre pendant les années 20-30, un haut lieu fréquenté par les surréalistes ou par de multiples réalisateurs. D'ailleurs, Jacques Feder, dont on a parlé, réalise un film qui se passe précisément dans le bal. Donc c'est aussi un lieu qui va être dénoncé pour l'image coloniale et dégradante des sujets colonisés, jusqu'à un ouvrage publié par Jeanne Rouch en 1980 qui dénonce en disant « Nous n'irons plus au bal nègre ». Donc voilà, le bal de la rue Blomet, c'est à la fois un lieu de reconnaissance, par exemple, des musiques afro-américaines ou du jazz à Paris, mais ça va aussi devenir un lieu de manifestation des mouvements anticoloniaux. Donc un lieu paradoxal, mais c'est aussi un lieu de rencontre et de fête pour la jeunesse après la guerre. Et on retrouve Sonia dans cet espace. Elle fait des rencontres avec plusieurs personnes, on en a la trace, et elle réalise toute une série d'œuvres autour de ce bal qui l'inspire particulièrement. Des gravures à la fois sombres mais en même temps en mouvement. Cette œuvre, je pense, reliée aussi à cette histoire, enfin c'est l'hypothèse qu'on fait avec Pascal, qui montre voilà, quelque chose d'assez étonnant comme figure. Alors, dans cette période, Sonia va tenter d'être reconnue aussi comme internée, en fait. Et à la différence d'ailleurs des internés nomades qui vont avoir du mal à bénéficier de ce titre d'interné politique. Donc Sonia fait ses démarches auprès du ministère des Anciens Combattants pour être reconnue. Ça correspond à une microscopique pension, mais je pense que c'était surtout symboliquement important pour elle d'être reconnue en tant qu'ancienne internée. Mais je pense que ces démarches qui ont lieu donc à la fin des années 50, au début des années 60, vont réactiver des souvenirs qui vont produire aussi de nouvelles œuvres autour de l'internement. Donc est-ce qu'elle réalise les gravures que l'on a vues tout à l'heure, ou bien est-ce qu'elle les retravaille afin de les republier ou de les rééditer plutôt et de les dater de 61, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle réalise au moins 4 tableaux, dont 3 ici, autour de l'internement. Et on voit qu'il y a quelques motifs qui sont très clairement repris de gravures ou bien de ses croquis, de son carnet, qu'elle a donc récupéré depuis, mais aussi d'autres motifs comme cette femme au milieu qui se rattache au monde des nomades qu'elle a pu voir, ce qui indique aussi que d'autres œuvres peut-être ont été réalisées à ce moment-là autour de cette histoire. Alors, durant cette période, elle continue d'exposer, je vais y revenir, mais ça ne lui suffit pas pour vivre, et donc elle va travailler dans de multiples lieux. Alors, ses pérégrinations professionnelles sont-elles la trace d'une forme d'insubordination ou bien de difficulté à s'insérer dans certains mondes professionnels? On a la trace d'un passage un peu difficile à la BNF où on lui demande de pousser des chariots, mais ça ne lui convient pas du tout comme tâche dégradante, donc elle s'en va après une dispute avec son chef. Mais on sait que pendant 7 ou 8 ans, elle travaille pour plusieurs ateliers de dessin sur tissu à Paris, dont l'atelier Locatelli, qui se trouve vers les grands boulevards. Et elle va réaliser, comme beaucoup d'artistes en fait, issus des beaux-arts ou des arts décoratifs, elle va travailler pour des ateliers qui produisent des tissus ou des œuvres graphiques d'usage commun, si on peut dire. Et on voit là des inspirations russes qu'elle poursuit, je crois, et elle réalise toute une série de dessins pour tissus, dont voici quelques exemples. On a des cahiers remplis de ces motifs qu'elle a conservés, et dont certains sont reliés aussi à son travail artistique qu'elle poursuit alors. Et puis à partir de 1963,
1963, après son expérience malheureuse à la BNF, et par des liens que j'arrive pas très bien à saisir, elle parvient à rencontrer Georges-Henri Rivière, qui dirige à l'époque le Musée national des arts et traditions populaires, qui se trouve logé dans le palais de Chaillot. Donc ce musée est l'héritier d'un musée créé dans les années 30. Alors je fais l'hypothèse que ce musée est aussi un lieu où se retrouvent notamment des gens en lien avec la résistance et la déportation après-guerre, puisque c'est là où se crée notamment le réseau du Musée de l'Homme, dont fait partie des gens comme Germaine Tillon. Donc, il ne faut pas oublier voilà, qu'elle est hébergée aussi par par Gabrielle Buffet-Picabia, qui est aussi la mère de la fondatrice du grand réseau de résistants Gloria. Donc, je pense qu'il y a cette tradition aussi et cette filiation qui la rapproche de ce lieu des ATP, jusqu'à preuve du contraire. Bon. Donc ces rendez-vous aussi avec Georges-Henri Rivière l'intègre dans une équipe de conservateurs et archivistes, et elle va s'occuper en particulier du classement des fonds d'objets qui arrivent aux ATP. Donc j'ai retrouvé dans des archives des photos de Chaillot, en fait, des bureaux de Chaillot, des ATP, avant le déménagement à Neuilly, puisque le grand bâtiment qui existe encore, jusqu'à son rachat récent par la Fondation Vuitton, les bureaux des ATP sont dans cette aile gauche, je crois, du palais du Trocadéro. Et donc là, un photographe saisit les lieux avant le déménagement. Donc on voit les bureaux. Alors peut-être on me corrigera, mais en fait ici, sur ce mur-là, on distingue à la fois une affiche du Salon des Tuileries auquel participa Sonia, et puis ici, caché presque par les cartons, un dessin de Sonia qui se rapproche de celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors peut-être, voilà, était-ce là le bureau où elle travailla? Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle travailla pour le classement de ce fonds. Lionel Bonnemer, un ethnologue du 19e siècle, qui a collectionné toute sa vie des amulettes et talismans. Elle réalise peut-être, c'est pour ça que l'engage Georges-Henri Rivière, c'est pour faire des relevés de dessins. Alors après, elle va faire des fiches, des fiches pour alimenter le fichier. Donc, durant toute cette période, elle poursuit son travail artistique. Elle est inscrite à la Société des artistes indépendants et elle expose presque tous les ans dans les années 60 et 70. Et au moment où elle rentre aux ATP en 63, elle réalise une exposition personnelle dans cette galerie qui a disparu, rue Saint-André-des-Arts, où elle expose voilà, un nouvel âge de son œuvre, si on peut dire, avec beaucoup de dessins d'animaux, donc de chats, mais aussi de poissons, et des formes étranges, des animaux un peu magiques qui se retrouvent sur ses œuvres, qui sont vendus d'ailleurs avec succès apparemment lors de cette exposition, comme en témoignent certaines notes et le livre d'or de l'exposition. Donc voilà, je vais terminer par une évocation de ce monde magique en fait, qui accompagne Sonia dans la fin de sa vie. Donc je fais référence ici à une gravure qu'elle garde avec elle toute sa vie, qui est une illustration du bateau ivre de Rimbaud, et qu'on retrouve comme une forme d'inspiration. Alors je ne sais pas qui est l'auteur de cette gravure, sans doute des années 30, voilà, à creuser. Mais on retrouve, voilà, par exemple, sur ces petites cartes qu'elle réalise à la fin de sa vie, des bateaux errants, des bateaux imaginaires, des animaux magiques. Donc elle se met en scène elle-même dans ces cartes qu'elle produit pour ses amis, qu'elle offre et qu'elle fait circuler autour d'elle. Voilà. Donc en forme d'épilogue, je voudrais vous montrer voilà, certaines de ces images photomatons qu'elle a conservées avec elle. Et je me dis parfois que finalement, la plus grande œuvre de Sonia, c'est peut-être sa vie, qui apparaît à travers notamment
cette galerie d'images, ou bien encore à travers cette dernière expérimentation que nous avons retrouvée récemment, grâce à vous, à Gabriel et Judith, dans les archives, ce portrait sombre, énigmatique qu'elle a laissé. Voilà, je vous remercie. Merci Ilsen. Il y a certainement beaucoup de questions, puisque c'est une vraie découverte en fait. Hein. On voit ce magnifique travail de recherche que vous avez fait à travers l'œuvre et les archives. Alors j'ai évidemment oublié de dire tout à l'heure qu'il y avait des archives importantes qui avaient été données au musée, hein, qui sont pour partie le support de votre travail de recherche et sur lesquels on travaillait. Vous les avez évoqués, Judith Lindenberg et Gabriel Ab. C'est vraiment une mise au jour, en fait, hein, d'une artiste et d'une vie d'artiste intrinsèquement reliée au siècle. Hein. Je redis assez sommairement votre conclusion. C'est ça, oui, à la fois dans son parcours en tant que migrante, en tant que juive française frappée par les persécutions, en tant qu'artiste aussi des beaux-arts, mais aussi artiste qui se réinvente ou qui doit se réinventer par la force des choses. Oui, il y a toutes ces dimensions. Alors, il est tard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, merci pour cette conférence. Je suis frappée par le fait qu'en fait, vous n'avez fait aucune allusion à sa vie, on va dire, sentimentale, sa vie de femme, sa vie privée. On ne sait pas si elle a eu des relations, Voilà. Alors, oui, quid de sa sexualité? Elle est très androgyne. Ça intéresse beaucoup de gens apparemment. Mais écoutez, on n'a pas beaucoup de traces en fait dans les archives. Je sais que son amie à la fin de sa vie, Jacqueline Demoinet, évoque des liaisons qu'elle aurait eues avec un Edmond rencontré au bal de la rue Blomet. Elle aurait eu aussi une liaison avec un... Écoutez, je ne peux que citer ce qui est dans les archives, un docker roumain tatoué. Voilà. Il y a aussi beaucoup de femmes autour de Sonia, des amitiés profondes, durables. Elle a une présence aussi qui joue sur plusieurs genres, aux frontières du genre. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est de laisser le mystère de Sonia et de sa vie intime, de le laisser tranquille, sa vie intime peut-être. Mais je n'en sais pas plus en fait. Oui, au-delà, ça relève de l'extrapolation. Oui, voilà. D'autres questions? Peut-être le temps que des bras se lèvent. Vous nous rediriez un peu quelles sont les provenances des archives et des œuvres que vous avez montrées? L'emplacement actuel, j'entends. Alors les œuvres, donc il y a 2 dépôts principaux, l'un qui est ici, et puis il y a en fait une quinzaine d'œuvres qui ont été déposées par Jacqueline Demoinet dans les collections des ATP en 1982, donc 2 ans après la mort de Sonia, et qui sont conservées maintenant dans les archives du MUSEM à Marseille. Oui, puisque les ATP ont basculé leurs archives au MUSEM. Enfin, le MUSEM a récupéré les ATP. Par ailleurs, je sais qu'il y a dans des collections privées des œuvres qui circulent. Et voilà, c'est tout à ma connaissance. Donc, on a des reproductions d'œuvres, donc dans une autre série d'images, et puis on a aussi une série de reproductions qui ont été conservées par la médiathèque Matteo Maximoff, qui est héritière de l'association Études Ziganes. Il faut rappeler que en fait, la première mention de l'œuvre ou de la vie de Sonia apparaît dans un numéro de 1984 de la revue Études Ziganes par l'intermédiaire de Jacques Sigaud, qui à l'époque publie le premier livre sur le plus grand camp d'internement en France, Montreuil-Bellay, et qui récupère par l'intermédiaire de Jacqueline Demoinet, à mon avis, qui contacte les Études Ziganes pour leur dire qu'elle a ces matériaux sous la main, qui publie à la fois des œuvres de Sonia et un petit fragment de sa vie. Merci beaucoup déjà. J'ai en fait 2 questions. Oui. Est-ce qu'il y a des explications sur ces liens ou ces intérêts par le monde tzigane? Est-ce que c'était circonstanciel, se retrouver interné avec? Oui. Et aussi, complément séparément,
est-ce qu'il avait des liens avec la vie juive, le judaïsme parisien ou français? D'accord. Alors, bon, je pense que ces voyages... Alors, il faut imaginer qu'elle passe son enfance entre Moscou, Varsovie, la Crimée, s'installe à Berlin, puis à Moscou. Je crois que dans toutes ces pérégrinations, il faut savoir qu'à Moscou, au début des années 30, il y a un grand théâtre Rome, le théâtre Romaine, qui a pignon sur rue, qui est un haut lieu de la culture moscovite. Je pense que dans toutes ces pérégrinations, elle n'a pas pu ne pas rencontrer de Rome dans les univers qu'elle a croisés. Vous savez, au début des années 30, à Berlin, où elle se trouve, il y a Maulinat qui réalise un film sur les Roms à Berlin, et on voit qu'en fait, ils occupent des terrains, des lieux très importants de la culture berlinoise aussi. Donc je pense qu'elle a eu des contacts, je les suppose. Dans ses voyages aussi en Ruthénie transcarpatique, il y a peut-être eu aussi quelques rapprochements. Mais c'est vrai que la rencontre qu'elle fait avec ces nomades français, qui sont sans doute des manouches d'Alsace, relève du hasard. Je ne pense pas qu'elle a eu d'autres contacts avec ces populations auparavant. Et puis, concernant le monde juif, donc avant-guerre, le monde juif en France, je pense, elle n'en est pas très proche. Hein. Je crois que Lazare Merson ne fréquente pas trop le monde juif, et Mary Merson encore moins. Donc, il n'y a pas de lien particulier avéré, à mon sens. Mais je crois que ce qui change, en fait, c'est qu'au début de l'occupation, beaucoup de juifs qui n'avaient pas conscience d'être juifs se révèlent juifs, et donc il y a des formes de solidarité naturelle qui vont se créer à ce moment-là, et qu'on retrouve dans son parcours juste d'après-guerre auprès des EIF et du GAGEF, comme je l'ai évoqué. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce dernier tirage qui m'intrigue particulièrement? Mais j'aimerais bien en savoir plus, moi aussi. Comment il a été retrouvé? En tout cas, c'est plus du Rolleiflex. Mathieu, je pense qu'on confirme. Quel est le format du tirage? Mais c'est pas un tirage, c'est un négatif numérisé, donc c'est pour ça qu'il est tout piqueté comme ça. Bon, bah, c'est un 24-36 et sans doute un autoportrait, on peut dire, mais pas sûr. Oui, vous me donnez l'occasion de dire que la première photo que vous avez montrée du premier autoportrait résonne avec la conférence hier soir de François Cheval, qui évoquait, à propos du relais, la photographie à niveau de nombril, hein, puisque la prise de vue se fait en regardant vers le bas sur le dépoli du relais, et l'introduction, et le changement de paradigme en quelque sorte qu'a introduit le Leica, qui permet de photographier directement à hauteur d'œil. Hein. C'était tout à fait frappant dans ce premier portrait. Vous pouvez peut-être le remontrer, qui est très beau au demeurant. Hein. Oui, tout à fait. Qui est plus intéressant que notre logo, en l'occurrence, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, Clément Chéreau m'a fait remarquer que ce qui est intéressant, c'est qu'elle regarde sans doute un miroir, mais elle ne regarde pas l'appareil, elle se regarde elle-même dans le miroir. Ce qui rend l'image encore plus intéressante. Et puis il y a surtout cette forme étrange au premier plan, une espèce de ombilique mystérieux et magique qui semble sortir tout droit d'un de ses dessins qu'elle fait plus tard d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres négatifs dans les archives? Oui, on en a toute une série qui viennent d'être numérisées très utilement. Donc oui, il y en a une trentaine, on peut dire, Gabriel, ou... Oui, 30-40. Prenez le micro, Gabriel. Oui, il y en a effectivement une quarantaine. Et surtout, alors, parfois on a les tirages, mais pour celui-là, par exemple, c'était vraiment une découverte parce qu'on n'a pas du tout les tirages. Donc ça, c'est un tirage moderne d'après un négatif, hein? Non, c'est pas un tirage. Ça, c'est la numérisation d'un négatif. Oui, pardon. Donc, voilà. Est-ce qu'elle a fait des tirages de cette image? C'est bizarre qu'elle ne les ait pas conservés, donc on ne sait pas. Mystère de la photographie.
Alors il y a une chose très intéressante dans ce que vous avez dit aussi, enfin, qui n'a rien à voir, mais qui renvoie à la situation des tziganes et la situation comparée des tziganes et des juifs, c'est le fait que vous mettez en avant le fait que les juifs pouvaient avoir des réseaux d'entraide dans les camps d'internement ou lorsqu'ils étaient internés à l'extérieur des camps d'internement, alors qu'inversement, les tziganes et les roms étaient beaucoup plus isolés. Hein, ça renvoie à... Oui, alors, bon, j'ai été un peu rapide aussi dans ce résumé, mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux d'entraide se constituent de manière complètement différente. C'est-à-dire qu'on a des réseaux communautaires, hein, en quelque sorte, d'aide aux Juifs, de personnes qui sont déjà formées au monde associatif, au monde, disons, aussi... d'aide, d'entraide. Donc les nomades vont recevoir de l'aide d'institutions religieuses comme des prêtres ou des groupes de religieuses, notamment à Montreuil-Bel-Air. On a des sœurs franciscaines de Marie qui s'installent dans le camp. Mais ce n'est pas toujours pour des bonnes raisons, d'ailleurs, puisque souvent, les groupes religieux s'installent dans les camps pour nomades pour mieux évangéliser ou forcer à la scolarisation. Parce qu'ils sont supposés ne pas être réticents à la civilisation. Donc il y a aussi voilà, une ambiguïté dans l'aide qui sont apportées aux nomades. Mais en gros, ils ne bénéficient d'aucune aide et même d'un isolement de la part à la fois des autorités du camp et des populations locales. Donc vraiment les seules aides fortes et concrètes qu'ils reçoivent, c'est des membres de famille qui parviennent parfois, comme c'est le cas de Raymond Gurem, un grand nom de cette mémoire, à se rapprocher d'un camp où se trouve sa famille et assurer l'approvisionnement à travers les barbelés, ou bien lors de visites où on apporte des biens de subsistance à sa famille. Donc ça reste très parcellaire et très minoritaire comme aide. Je dois dire, j'ajoute quand même aussi, c'est qu'on a 3 camps en France qui sont des camps mixtes en quelque sorte, Poitiers, Mérignac et Rivesaltes. Et juifs et tziganes. Hein. Voilà, il faut quand même dire qu'il y a des juifs qui vont aider des tziganes aussi, des nomades dans les camps, et notamment le père Fleury au camp de Poitiers, qui est le 2e juste reconnu en France, qui va jouer un grand rôle dans le soutien apporté aux nomades du camp et qui va d'ailleurs être un des fondateurs après-guerre de l'aumônerie nationale des Gitans. Oui, merci pour cette très belle présentation. Un livre va sortir, c'est cela? Oui, il est en préparation. À quel horizon? J'espère pour après l'été. Je ne sais pas si mon éditrice est là. Alors, aux éditions de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Hein, il faut voilà, exactement. Donc nous y travaillons activement. Et nous espérons pouvoir vous le soumettre bientôt, grâce à nos efforts. Et surtout mon écriture. Une autre question au fond? Oui, c'était une question plus personnelle. Comment vous êtes tombé sur Sonia? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre son parcours et de tirer le fil, en fait? Merci. Alors, en fait... Avouez. Non, mais c'est pas un mystère non plus, mais en fait, à un moment donné de mon parcours, il se trouve que j'étais pas vraiment préparé à travailler sur la persécution anti-tzigane en France. En fait, moi, je travaille surtout sur l'anti-tziganisme européen d'avant-guerre. Mais parce que j'ai rencontré des témoins de l'internement, à un moment donné, j'engage une collecte de témoignages, notamment avec Raphaël qui est ici, auprès des derniers témoins pour collecter leurs témoignages. Et à ce moment-là, je me pose la question, que sont les témoignages de cette période et de cette persécution en France ou ailleurs? Donc je parcours les archives à la recherche de n'importe quelle trace sur cette question. C'est ça qui m'a conduit, par exemple, aussi à travailler sur un peintre antisémite qui va peindre des femmes, surtout, dans le camp de Poitiers. Mais je m'interroge aussi sur les photographies. Donc, j'ai aidé à publier notamment un article dans la revue d'histoire de la Shoah sur les photographies des camps pour nomades. Et donc, le nom de Sonia, il était présent depuis longtemps. Parce que dans un livre très, très connu et un peu classique, Le monde des tziganes de François de Vaudefoltier, archiviste
bien connu des études Zigan, apparaît déjà le nom de Sonia. Et puis, voilà, dans la littérature, comme je l'ai évoqué, un article de Jacques Sigaud, et puis plusieurs articles de Emmanuel Filleul, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur le camp de Mérignac et qui a suivi notamment le parcours d'internement et de déportation de nomades transférés de Mérignac à Poitiers et de Poitiers vers le réseau du système concentrationnaire à travers des convois de début 1943. Donc Emmanuel Filleul, voilà, que je connais bien, a souvent parlé de Sonia. Et donc il y a un moment donné où je me suis dit, on ne peut pas laisser ce nom dans l'anonymat. Donc j'ai vraiment entrepris une enquête en me penchant en particulier au début sur les collections du MUSEM. Il se trouve que j'avais beaucoup travaillé déjà sur les archives du MUSEM pour d'autres raisons, que ce soit sur les collections des études Zigan déposées aux ATP. J'ai écrit un article qui évoque le projet d'André Malraux de créer un musée des Zigan à partir des fonds versés aux ATP. Donc j'avais des rencontres. Il se trouve que j'ai été aussi impliqué au début de l'exposition de Barvalo au MUSEM. Donc à un moment donné, je discute de la question de Sonia dans les inventaires du MUSEM. Donc on va voir les registres de dépôt des œuvres, donc de 1982, et on ouvre les registres et on découvre à ce moment-là le lien joué par Jacqueline Demoinet. Voilà le début de l'enquête. Et puis le reste a suivi. Si on peut dire. Il y a un aspect qui est très intéressant, qui résonne avec d'autres artistes, c'est le fait d'avoir fait des maquettes de tissus. Parce qu'il y a d'autres artistes juifs à Paris qui, pour survivre, en fait, font du design textile. Hein. On en a d'autres exemples. Tout à fait, oui. Je pense, c'est un sujet en soi, hein, Pascal. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Donc Pascal Samuel, hein, qui est la commissaire de l'exposition Nouvelle Venue. Donc, je pense que le monde de la confection, le monde du tissu imprimé, il est très proche des mondes à la fois ashkénazes et séfarades installés à Paris. Donc ces ateliers recrutent autour d'eux et je crois qu'il y a un réseau de connivence et de connexion entre artistes et entrepreneurs qui mobilisent des artistes issus des beaux-arts ou d'autres horizons. Mais en fait, c'est un sujet en soi qui mérite d'être traité, peut-être un jour. Pascal, vous voulez réagir? Je ne la vois pas. Oui, je crois qu'on peut rappeler peut-être l'exemple dès le début de Sonia Delaunay, qui est assez exemplaire de cette participation importante des artistes femmes dans la création textile. Voilà, ces femmes, elles ont eu besoin d'être autonomes financièrement, elles ont besoin de gagner leur vie. Et effectivement, l'industrie textile qui est très active après-guerre va leur offrir des débouchés et elles travaillent à façon, c'est-à-dire c'est quand même une économie très précaire. Elles sont rarement salariées, elles vendent aux modèles et cette économie très précaire leur permet à la fois de survivre et de continuer d'avoir une pratique artistique. Et c'est vrai que là, en ce moment, on a plusieurs fonds d'artistes qui nous sont proposés où on croise des trajectoires qui sont à la fois des trajectoires d'artistes peintres, mais aussi des trajectoires de designers textiles. Puisque vous avez le micro, Pascal, un avis sur les lithographies qui, moi, m'apparaissent plutôt comme des xylographies, des gravures sur bois, mais alors on a de faites dans l'atelier de lithographie, mais... Non, ce qui serait merveilleux, et voilà, l'enquête n'est pas terminée, c'est ça qui est formidable, c'est qu'une exposition n'est pas un point final, mais c'est le début d'une histoire, qu'elle continue l'histoire et l'enquête menée par Ilsen, c'est qu'on a des lithographies qui sont datées 1942. On sait qu'elle est à Paris à ce moment-là. Je pense qu'elle est sincère dans la date qu'elle inscrit sur sa lithographie. Je ne peux pas imaginer autre chose. Donc la question, c'est comment a-t-elle pu avoir accès à une presse lithographique? Tout le monde n'a pas une presse lithographique chez lui. Voilà. Moi, j'ai envie de croire à l'hypothèse, mais tant qu'on ne l'a pas confirmé, on ne le sait pas, d'étudier les papiers et de voir si ça correspond à d'autres lithographies qui ont pu être menées, faites, réalisées à l'école des Beaux-Arts pendant la guerre. Est-ce que ces amitiés, ces réseaux lui permettent clandestinement de rentrer à l'école, d'avoir accès à du matériel? C'est une hypothèse. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer. Mais c'est un sujet de recherche. Donc, effectivement, on a plusieurs types de techniques.
personnellement, Ilsen, tu finissais ta très belle conférence par dire que peut-être le plus beau travail de Sonia, c'est sa vie. En tout cas, c'est peut-être pas la peinture où elle est la plus douée, mais c'est une bonne dessinatrice. Et elle est je trouve, une bonne graveuse. Et elle nous donne effectivement des témoignages à chaud, hein, si vraiment elle les a réalisés en 1942 et qu'elle reçoit cette nécessité. Hein, qu'est-ce qui pousse une femme clandestine à Paris à franchir presque ce qui est raisonnable pour avoir besoin de créer, de pouvoir de mettre sur le papier et de diffuser ses lithographies en pleine guerre, alors qu'elle est dans une position qui la met en danger à chaque fois qu'elle sort de sa cachette. Voilà, il y a encore beaucoup à chercher. Merci à toi, Ilsen. Oui, je te remercie surtout, et j'ajoute que les papiers de la préfecture de police qui mentionnent cet envoi dont j'ai parlé du camp de Mérignac évoquent des plaques de bois qu'elle aurait envoyées à son professeur. Donc xylographie peut-être. Ben oui, donc il y a quelque chose d'assez incroyable. Hein. Parce que en fait, ce qui est le plus fort dans toute cette histoire, c'est cette volonté de témoigner à tout prix de cette histoire qu'elle rencontre au cours de son parcours d'internement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avant de conclure, on peut peut-être passer le micro à Judith ou à Gabriel, parce que ce matin, en parlant de l'exposition, de votre conférence et du travail d'archives, Gabriel me disait que c'était un peu inhabituel, que c'était un peu un grand bazar, puisqu'à la fois on a fait l'exposition avant d'avoir fini le travail d'archivage, que vous-même vous êtes très en demande pour avoir des éléments pour le livre à paraître à l'École des Beaux-Arts à l'automne. Est-ce qu'on peut dire un mot du travail d'archivage ? Peut-être ça fait partie du travail du musée ? Oui, voilà, je suis démasquée, j'ai dit ça effectivement ce matin. Rien ne vous sera épargné. J'entends ça. Non, mais ce que je peux dire, c'est que c'est en même temps très excitant. C'était formidable de travailler, enfin de recevoir ce fonds et de devoir le classer, le ranger, le découvrir, en même temps que tout ce travail était fait par ailleurs. Et donc on est extrêmement heureuse de voir le résultat, d'une part, de l'accrochage et du très beau travail qui a été fait. Et puis on a hâte de découvrir ce livre. Mais je dois dire que, donc comme c'est Ilsen qui a le premier eu accès à ces archives, il avait déjà fait un travail. Donc c'est pas un vrac qui nous est arrivé. Et puis il faut aussi rendre hommage au travail de Jacqueline de Moinet, qui avait vraiment classé, rangé, identifié certaines des archives. Donc nous, enfin moi ensuite, j'ai tout repris, ouvert tous les dossiers. On en a beaucoup parlé avec Ilsen aussi. Et ça, je dois dire que c'est extrêmement précieux quand on classe un fonds d'archives, d'avoir un chercheur qui est prêt, qui connaît très bien la question et qui est prêt à répondre aux questions. Et voilà, donc c'est un travail en cours, mais certes, c'est un petit peu le bazar. Enfin, normalement, ça ne se passe pas dans ce sens-là, mais c'était aussi un bazar très joyeux. Et pour ma part, j'étais vraiment ravie qu'on puisse travailler tous ensemble et surtout que ça mène à tout ça. Je laisse la parole à Pascal. Je précise juste qu'on parle là d'un dépôt de plus de 1000 pièces. Hein. C'est intéressant de le mentionner. Hein. Voilà, documents, images, œuvres, donc c'est très riche, mais en même temps, je réalise que ça exige beaucoup. Je disais Non, mais je sais. Prenez-le en bonne part. Bon esprit. Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais peut-être que, puisqu'on est dans les remerciements collectifs, voilà, encore une fois, si tu l'as pas, tu l'as sûrement fait en début, mais j'ai loupé le début. Voilà, remercier Philippe Chardon parce que c'est un fonds colossal. Sonia n'a pas eu d'enfant. Jacqueline de Moinet a été son exécutrice testamentaire. Elle n'a pas eu non plus d'enfant. Donc tout ça est parvenu au neveu, puis à la petite nièce et à son conjoint, Philippe Chardon, qui a toujours cru, lui, en Sonia. Nous nous sommes rendus, Ilsen et moi, à Amiens, visiter la petite maisonnette qu'il a construite spécialement au fond de son jardin pour abriter le fonds de Sonia. Sans Philippe et son épouse et leur volonté, sans savoir ce qu'on allait faire un jour de Sonia.
Voilà, il n'y a pas eu d'autres projets menés autour de Sonia. Elle nous attendait, j'ai envie de dire, au fond du jardin. Oui. Mais il avait fait tout le nécessaire pour conserver jusqu'à aujourd'hui ce fond, le regarder, l'étudier, voilà, pour pouvoir un jour le transmettre. Et finalement, la patrimonialisation, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce temps long qui nous permet, nous, un jour, d'arriver en bout de course et de pouvoir le patrimonialiser, le faire rentrer au musée et puis à notre tour de le transmettre au public. Merci Philippe. Je voulais un dire mot de Judith Lindenberg. Pardon, oui, la même chose que Pascal, le mettre en relief ce rôle de Philippe Chardon et plus généralement le fait que les fonds d'archives nous arrivent finalement toujours parce que quelqu'un dans la chaîne va avant nous se rendre compte de la valeur de ces archives et de la personne qu'elles concernent. Et voilà, ces donateurs, qu'ils soient les ayants droit ou pas, ces gens, ces passeurs d'archives, en fait, jouent dans l'ombre un rôle fondamental. Et là, de l'autre côté de la chaîne, cette grande satisfaction, c'est vrai que c'est un gros travail, mais c'est merveilleux de voir un fonds d'archives aussitôt autant valorisé par une exposition, par un livre, et que voilà, qu'il puisse résonner et donner lieu à tout ça. Oui. Voilà, on s'en réjouit profondément. J'ajoute que du côté des chercheurs, c'est une expérience aussi unique d'avoir ce partenariat, cet échange incroyable, parce que c'est un peu le rêve du chercheur de travailler avec des archivistes, des spécialistes aussi de plein de domaines différents, d'un musée qui m'aide aussi directement à comprendre mieux tout ce matériau. Et puis à le donner aussi à suivre, en fait, puisque en fait, mon étude n'est qu'une étude et ça va donner lieu à d'autres interrogations. Oui, on a vu, il y a plein encore de fils à tirer. Hein, je crois que c'est le mot de la fin. Merci Ilsen, merci à toutes. Et merci aux donateurs. On aime beaucoup les donateurs au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et merci à l'équipe de l'auditorium, Sophie Andrieux, Joseph Hirsch, Antoine Erard pour l'organisation parfaite.